Bonsoir à tous. On revient cette semaine sur la situation au Yémen. Malgré les récentes négociations de paix, le pays s'enlise dans un conflit qui dure depuis 4 ans. On fera le point avec notre invité dans quelques instants, Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS. Et puis ailleurs dans le monde, en Algérie, la situation des églises protestantes se dégrade. C'est l'un des constats de l'ONG Portes Ouvertes. Dans son dernier index mondial de persécution des chrétiens, on entendra Youssef Ourahman, pasteur algérien et vice-président de l'église protestante d'Algérie. Et puis au Pakistan, 500 imams veulent lutter contre la violence religieuse. Nous verrons ce qu'en pense Paul Bati, activiste chrétien pour les droits humains dans ce pays. Mais tout de suite, les éléments essentiels à connaître sur le Yémen. Le Yémen occupe le sud de la péninsule arabique. Il est bordé par la mer Rouge, le golfe d'Aden et la mer d'Arabie. Il est frontalier à l'est avec le sultanat d'Oman et au nord avec l'Arabie saoudite. Sa population est d'environ 28 millions d'habitants. 4 ans après le début de la guerre, il est impossible d'avoir des informations fiable des chiffres sur les effets de ce conflit, l'accès y étant très limité, notamment pour les journalistes. Mais selon l'ONU, on dénombre environ 10 000 morts. La population sur place manque de tout. Il s'agit de la pire crise humanitaire dans le monde, toujours selon l'ONU. Elle touche 80% des Yéménites. Plus de 20 millions de personnes auraient besoin d'une aide humanitaire et il y a autour de 2,7 millions de déplacés internes, selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. Sur le plan religieux, le Yémen est à 99% musulmans, environ 55% sont sunnites et 45% chiites. Les chrétiens, eux, ne représentent qu'une poignée, environ 0,1% de la population. Les hindous, 0,6%, les agnostiques, 0,1%. Les chrétiens nestoriens étaient présents dans la péninsule arabique bien avant l'arrivée de l'islam au 7e siècle. Et depuis les années 70, le christianisme est réapparu dans la région avec l'arrivée de travailleurs venus d'Afrique et d'Asie. Mais dans le contexte d'insécurité actuelle, la plupart ont quitté le pays. Alors quel drame vit la population dans son ensemble? Quelle issue possible? On en parle tout de suite avec notre invité, Marc Lavergne, directeur de recherche au CNRS. Marc Lavergne, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, vous connaissez bien le Yémen, où vous vous êtes rendu plusieurs fois. On va revenir avec vous sur le drame, parfois oublié, que vivent les Yéménites. Mais avant cela, peut-être pour nos téléspectateurs, rapidement, dites-nous un peu quelles sont les racines de ce conflit complexe. On peut dire que ce conflit a été déclenché par les printemps arabes en 2011. C'est-à-dire que la jeunesse de la capitale, en particulier des grandes villes, est descendue dans la rue, garçons et filles confondus. Donc c'était quelque chose de tout à fait inattendu dans ce pays qu'on considère généralement comme assez traditionnel, arriéré. Mais le pays était dirigé par un dictateur, Ali Abdallah Saleh, depuis une trentaine, voire une quarantaine d'années. Et finalement, il a été obligé de se retirer. Alors, la succession a été un petit peu compliquée, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire une succession en interne, mais des clivages sont apparus dans ce pays extrêmement morcelé, parce que c'est un pays de montagne, avec un littoral, vous l'avez dit, important sur la mer Rouge et sur la mer d'Arabie, mais donc des populations assez diverses, des populations tribales. C'est un pays de montagnards, donc, et de paysans qui ont adhéré à des dénominations différentes de l'islam, vous l'avez mentionné aussi, c'est-à-dire qu'il y a, je dirais peut-être pas des clivages, en tout cas des différences entre des gens qu'on assimile à des chiites et d'autres à des sunnites, donc on entend souvent parler de ces catégories de l'islam aujourd'hui à propos de l'Iran, de l'Arabie saoudite, et ce sont ces grands conflits entre d'un côté l'Iran, d'un autre côté l'Arabie saoudite, qui ont trouvé à s'affronter finalement sur ce terreau yéménite qui était
traversée par des courants, alors modernistes, islamistes, il y a des frères musulmans, il y a cette jeunesse laïque, il y a aussi d'autres clivages entre le nord et le sud du Yémen, parce que jusqu'en 1990, le sud du Yémen était une république communiste, indépendante. Elle a été réunifiée au nord un peu par la force, il y a une guerre civile entre les deux, nord et sud, en 1994. Donc c'est tout ce morcellement, si vous voulez, qui se fait jour aujourd'hui, avec ces interventions extérieures qui sont extrêmement tragiques, vous l'avez dit encore, pour les Yéménites qui, du coup, sont privés de ressources, d'aide étrangère, bien sûr, mais aussi dans l'incapacité de travailler. Il y a les chiffres que vous avez cités, qui sont des chiffres officiels, valent ce qu'ils valent. Hein. Ce sont des chiffres de l'ONU, du HCR, qui ne sont pas vraiment présents sur le terrain. Personne ne peut faire de recensement, mais il y a certainement beaucoup plus que 10 000 morts. C'est les chiffres qui n'ont pas varié depuis le début de la crise en 2015, parce que la guerre a commencé pour de vrai en 2015, hein, avec d'un côté l'intervention de l'Arabie Saoudite qui est soutenue par les Occidentaux, dont la France, par une trentaine de pays, une coalition qui bombarde le pays. Et d'un autre côté, il y a des gens qu'on appelle les Houthis, parce que leur chef s'appelle Al-Houthi, qui sont les montagnards, si vous voulez, guerriers de l'intérieur, qui se sentaient dépossédés du pouvoir qu'ils avaient depuis des siècles et qui ont réussi à conquérir à la fois la capitale et aussi le grand port du pays, Hodeïda, qui est le poumon, si vous voulez, la porte d'entrée de toute l'aide, mais aussi de toutes les armes qui alimentent ce conflit. Alors pourquoi ce conflit perdure là depuis 4 ans ? Mais il y a un équilibre des forces, si vous voulez, puisque l'Arabie Saoudite bombarde avec son aviation les moyens dont elle dispose grâce à la France, grâce à des pays occidentaux en général, c'est un des plus grands acheteurs d'armes au monde, hein, l'Arabie Saoudite. Donc on est toujours très fiers de signer des contrats, nous les Français, mais aussi d'autres avec ce pays. Et d'un autre côté, il y a des gens qui arrivent à résister. Ils n'ont pas une aide directe de l'Iran, parce qu'il y a un blocus international sur les côtes qui empêche à la fois les armes d'entrer, théoriquement, mais aussi l'aide alimentaire. Et la France participe aussi à ce blocus maritime qui provoque ce désastre humanitaire, il faut le dire, à l'intérieur du pays. Alors on en revient justement à ce désastre humanitaire. Et MSF, Médecins sans frontières, est l'une des rares ONG qui est présente au Yémen, où l'accès reste très très limité. Alors vous connaissez bien leur travail parce que vous intervenez comme consultant sur des missions, hein, c'est-à-dire pour informer les équipes qui vont sur le terrain de la situation sur place, de l'espace humanitaire, de la manière aussi d'aborder un pays. Un pays, aujourd'hui, on va en voir des images, qui est aussi infesté de mines, d'obus, ce qui doit rendre le travail, j'imagine, compliqué pour des équipes sur place. On entend ici que les enfants sont les premières victimes du conflit. Est-ce que c'est le cas ? Je crois que là aussi, il faut se méfier de ce qui est rapporté, parce que les bombes ne font pas le détail entre les enfants et les adultes, les hommes et les femmes. Hein. Les bombardements sont massifs sur la population civile, parce qu'en réalité, les combattants sont, eux, retranchés dans les montagnes et sont difficiles d'accès. En revanche, on voit que c'est une crise humanitaire de ce fait. Alors, on met l'accent sur le sort des enfants, bien entendu, parce qu'ils représentent l'innocence, hein, dans tous les conflits. Mais je crois que le propre de cette guerre, c'est qu'elle fait des blessés de guerre, et ça en quantité massive. Et c'est quelque chose qu'on n'est plus aujourd'hui habitué à traiter, parce qu'on n'a plus de guerre chez nous depuis fort longtemps. Donc dans nos universités, dans nos facultés de médecine, on ne forme plus les médecins ou les chirurgiens à ces interventions qui sont extrêmement nocives, dans la mesure où les armes sont de plus en plus sophistiquées et sont de plus en plus font de plus en plus de dégâts au corps humain, si vous voulez. Les blessures de guerre de la guerre de 14, par exemple, n'ont plus rien à voir avec les blessures de guerre, parce que les armes sont beaucoup plus efficaces. Les munitions aussi sont sinon létales, enfin elles détruisent le corps humain, éventuellement sans tuer les gens, hein. C'est un peu le but de la guerre, c'est de faire des blessés plus que des morts, si vous voulez. Donc il y a les bombardements, et puis il y a
effectivement toutes ces armes nouvelles qui apparaissent. On entend parler apparaissent. d'attaques par drone, c'est le cas? Oui, c'est tout à fait maintenant un instrument courant dans les conflits. On le voit en Irak, on le voit contre Daesh, on le voit en Afrique aussi au Sahel. La France ne dispose pas encore de beaucoup de drones tueurs parce qu'elle n'a pas choisi d'en fabriquer ou elle n'a pas les moyens, donc elle en achète à l'étranger. Mais aujourd'hui, il y a cette capacité à faire la guerre à distance, si vous voulez, un peu dans le style de jeux vidéo. Hein. C'est une guerre presque imaginaire ou artificielle. Les gens peuvent tuer à distance depuis leur bureau en Amérique ou ailleurs. Au Yémen, effectivement, il y a ces drones qui interviennent et qui sèment la terreur dans la population. On voit ça au Pakistan, en Afghanistan aussi. C'est maintenant une arme courante, si vous voulez. Le drone lui-même n'est pas une arme, mais on peut l'armer avec des missiles qui ciblent les personnes individuellement, qui sortent d'une voiture ou ce genre de... Alors, on entend aussi parler de famine. Il y a eu des cris d'alarme, notamment de l'ONU, Action contre la faim, différentes associations. Et MSF semble plus prudent sur cette question. Qu'en est-il en fait? Vous voyez, MSF est présent au Yémen, autant que je me souvienne, depuis une trentaine d'années à peu près. Moi, je suis allé la première fois au Yémen il y a plus de 40 ans. Hein. Donc j'ai connu d'autres conflits au Yémen, des situations difficiles en termes de sécurité alimentaire, hein, de disette, de famine aussi, de ravitaillement. Mais là, je crois que la constatation qui est faite par MSF, qu'il y a 6 champs d'intervention des deux côtés, comme toujours, hein, de ces conflits, du côté des rebelles, du côté du gouvernement. Et donc, les gens d'MSF étaient un peu surpris de cette assertion selon laquelle il y avait une famine, dans la mesure où les marchés sont plus ou moins alimentés, le commerce, évidemment, pas facilité par les guerres. Hein, qui ne sont pas forcément accessibles à la population. Alors, les produits de la vie courante, ma foi, ils sont accessibles. Il y a des camions qui viennent, soit d'Arabie Saoudite, soit d'Oman, soit des bateaux qui débarquent à Hodeïda ou à Aden. Évidemment, il faut avoir les moyens. Mais vous savez, les gens sont aussi des paysans. Donc, ils ont leurs champs, ils ont leur culture, leur grenier. Ils ont des moyens d'échanger parce qu'ils produisent aussi une plante qui est assez connue, spécifique au Yémen, qui est le khat. Le khat que les gens mâchent tous les après-midi, surtout les hommes. C'est une sorte de drogue légère, si vous voulez, un alcaloïde comme ça, qui met dans un état d'euphorie. Et le khat lui-même continue à être acheté, à être commercé. Donc il ne faut pas exagérer. Cette idée de famine est une idée fabriquée pour des raisons que j'ignore. Et stratégie de communication, sur lequel des associations. Je pense qu'il y a un peu de ça quand même, parce que la famine, ça résonne toujours très fort. Vous parliez tout à l'heure d'un conflit oublié en parlant du Yémen, mais quand on parle de mort, quand on parle de famine, ça touche le public et ça peut permettre des levées de fonds qui sont indispensables à l'action humanitaire, il faut bien le dire. Hein. Soit pour les agences de l'ONU, les grandes agences que vous avez citées, soit pour les organisations humanitaires privées, non gouvernementales, si vous voulez. Tout le monde a besoin de pouvoir financer ces opérations. Or, MSF est le seul à disposer en particulier d'un avion, parce qu'on ne peut pas circuler d'une zone à l'autre par la route, on ne peut pas entrer dans le pays, il n'y a plus de lignes régulières pour arriver à Sanaa. Ce ne sont que des avions d'agences étrangères, enfin en particulier le CICR, le Conseil international pour la Croix-Rouge, et puis aussi les agences de l'ONU, mais MSF est la seule à pouvoir entrer et circuler entre ces différents terrains. Donc je crois qu'on peut leur faire confiance sur cette analyse qu'ils font, cette surprise qu'ils avaient eux-mêmes de voir la famine mise en avant comme ça, et puis aussi le choléra. On a prétendu qu'il y avait des épidémies de choléra, et finalement même les belligérants utilisent ces arguments de la famine ou de choléra pour attirer des secours, ou bien pour se présenter en victime, finalement. Alors qu'on ne veut pas, quand on est une organisation humanitaire, se prononcer sur le champ politique et sur la question de savoir qui est victime et qui est coupable. Hein. Je crois que alors, il y a des effets collatéraux économiques, bien sûr. Les enseignants qui n'ont plus de salaire, le personnel de santé, des travailleurs qui travaillent dans des secteurs essentiels tels que l'eau et l'assainissement. Beaucoup d'hôpitaux qui ont fermé leurs portes aussi. Donc, un pays à l'arrêt avec des conséquences qui vont aussi perdurer. Oui, alors c'est tout à fait étonnant parce qu'on peut se demander pourquoi.
finalement, aujourd'hui, les Yéménites n'ont jamais cherché à attaquer quiconque et pourraient tout à fait s'entendre entre eux parce que c'est une société composite, je vous l'ai dit, tribale, etc. Mais il y a toujours des passerelles entre les groupes, y compris entre ceux qui sont diabolisés aujourd'hui, qui sont les Houthis, ces gens dont on dit qu'ils sont chiites, alliés à l'Iran, et donc qui sont diabolisés par la communauté internationale et par l'Arabie saoudite en particulier. Et d'un autre côté, le gouvernement légal qui n'a pas d'existence, qui est réfugié en Arabie saoudite, qui n'a pas de prise sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, le Yémen est le champ clos d'ambition régionale des Émirats arabes unis d'un côté, de l'Arabie saoudite de l'autre, qui ont des objectifs stratégiques qui concernent l'ensemble de la région et pas simplement le Yémen. On parle aussi de 2,7 millions de déplacés. Comment est-ce qu'ils vivent? Est-ce qu'ils sont dans des camps? Comment est-ce qu'ils se... Alors, les déplacés, oui, bien sûr qu'il y a des camps, en particulier dans les zones où les combats ont cessé, où il n'y a plus de combats. Parce qu'il y a une ligne de front à l'intérieur qui coupe le pays en deux, mais en arrière de la ligne de front, les gens vivent à peu près normalement, à part quand ils sont sous les bombardements saoudiens. Parce que les Yéménites ont une armée au sol, une armée de mercenaires pour l'essentiel. Pardon, quand je dis les Yéménites, je veux dire les Émiriens. Les gens qui viennent des Émirats arabes unis ont des Soudanais, ont des Pakistanais, parce que les Émirats arabes unis sont un petit pays qui a peu de population, un pays très riche où les gens ne sont pas prêts à aller se faire tuer dans un pays voisin. Donc il y a ces zones de guerre, mais il y a aussi des zones où il y a des camps, où on peut avoir accès assez librement. Et puis il y a des réseaux de commerce quand même. Il y a une émigration yéménite à l'étranger qui peut envoyer de l'argent. Il y a des moyens informels, si vous voulez, de passage à travers ces frontières qui sont assez poreuses quand même. Et dans ce contexte, eh bien, les chrétiens, qui sont déjà très peu nombreux, essentiellement des immigrés, ont presque tous quitté le pays en raison de l'insécurité. Ceux encore présents au Yémen et dont le nombre est inconnu restent discrets, comme nous l'explique par téléphone Monseigneur Paul Hinder, capucin suisse, vicaire apostolique d'Arabie du Sud. On l'écoute. L'organisation de la vie communautaire est pratiquement impossible à cause de la situation de la guerre. Je sais que les petites communautés se réunissent pour une prière le vendredi, car il n'y a pas de prêtre. D'ici où je suis, ici à Abu Dhabi, on n'a pas de possibilité d'intervenir, car premièrement, je ne peux pas y voyager. Et il est très difficile de contacter les gens à cause de raisons de sécurité. Je suis en contact avec les missionnaires de charité, c'est-à-dire les sœurs de Mère Thérèse de Calcutta, qui toujours y vivent et ils donnent un témoignage. Mais on tâche de tenir cela au profil bas aussi pour des raisons de sécurité, car on ne veut pas exposer ces quelques chrétiens à des risques qui ne sont pas nécessaires. Une réaction, Marc Laverne, voilà, des chrétiens dans l'ensemble de la population, évidemment, ils ne sont pas visés en qui particulier. Qui sont dans la même situation que le reste de la population. Encore une fois, les bombardements sont aveugles et peuvent tomber sur des quartiers où habitent des chrétiens. C'est quelque chose de tout à fait Monseigneur Hinder évoque quand même aussi la question du culte, c'est peut-être de la discrétion par rapport au culte. Est-ce que c'est le cas ? Oui, le Yémen a été un pays qui a connu une forte population israélite jusqu'en 1948. Quelques Juifs sont restés, malgré cette opération tapis volant qui a aspiré, on trouve aujourd'hui en Israël, beaucoup de gens d'origine yéménite, bien entendu, et des chrétiens. Alors il y a eu un christianisme nestorien, comme vous l'avez rappelé, effectivement, comme dans le Golfe, jusqu'au VIe siècle, à peu près de notre ère. La mère de Gengis Khan, si je me souviens bien, était nestorienne. Donc c'était des communautés tout à fait florissantes en Asie centrale et dans cette Arabie pré-islamique. Alors, il n'y a pas de communauté autochtones chrétiennes aujourd'hui, mais il y a cette diversité religieuse qui est peut-être finalement un rappel de cette diversité antérieure ou du fait qu'il y a eu ce christianisme. Pourquoi une partie des gens sont-ils aujourd'hui en rupture avec l'islam, disons la tendance générale de l'islam qui est le sunnisme? Pourquoi il y a ces zaïdites, cette communauté aujourd'hui en rébellion pour revendiquer sa part dans la société? Peut-être qu'il y a là le reste, un souvenir, une mémoire de ces religions qui ont régné sur les Yémen bien avant l'islam. Mais qui doivent être
très prudente aujourd'hui. On va parler dans les dernières minutes de cette interview d'une issue possible. On a du mal à la voir. Alors on sait qu'il y a eu des négociations au fil des années et actuellement des observateurs de l'ONU sont sur place. Ils sont arrivés à Hodeïda fin décembre. Hodeïda, donc le port stratégique pour le commerce du pays et où il y a un cessez-le-feu qu'ils sont chargés de superviser. Mais dites-nous, ça donne quoi, ces négociations, et quelle issue possible ? Je pense qu'elles ont déjà eu un impact positif dans la mesure où le port a été sécurisé. Si vous voulez, il allait devenir un champ de bataille et donc les cargos ne pouvaient plus débarquer, les gens ne pouvaient plus circuler. Pour l'instant, il y a un cessez-le-feu qui tient sur le port d'Hodeïda avec un retrait des troupes qui allaient s'affronter. Donc ça, c'est déjà positif. Et je crois que on va vers un règlement parce que l'Arabie Saoudite, qui a déclenché ce conflit en 2015, a dépensé près de 100 millions de dollars, 100 milliards. Milliards de dollars en armement, en destruction, etc., sur ce pays. On imagine, vous avez dit qu'il y avait 28 millions d'habitants au Yémen, alors diviser ces 100 milliards par le nombre d'habitants du Yémen, ils auraient donné à chacun un chèque, ils auraient évité la guerre et les Yéménites les adoreraient. Alors que maintenant, ils sont détestés, évidemment, par toute la population, puisque c'est eux qui ont provoqué ce chaos. C'est le fameux prince Mohammed Ben Salman, dont on parle assez régulièrement dans les médias, à un titre ou à un autre. Et puis, il y a les Émiriens qui ont un autre objectif, eux, que de renverser ou que d'écraser ce mouvement rebelle houtiste. Eux, c'est la prise de gages, c'est-à-dire de ports, pour développer un empire maritime entre la mer Rouge, le Golfe et l'océan Indien, et aussi obtenir des voies de pénétration vers l'Afrique. Donc, les buts de guerre, c'est une chose, mais ils peuvent être obtenus par des moyens pacifiques aussi. Donc, il me semble que les Yéménites, si on les laissait entre eux, pourraient très facilement arriver à s'entendre entre les houtistes d'un côté, donc les rebelles qui tiennent quand même la capitale et le port, et puis d'autres forces qui sont haïes par les Saoudiens, ce sont les frères musulmans. Le parti Al-Islah, qui est le grand parti qui rassemble les islamistes modérés, si vous voulez, qui sont prêts à jouer le jeu démocratique et républicain. Ce sont les éléments majeurs de cette équation yéménite, et il faut pour cela que les puissances qui interviennent, qui alimentent le brasier, se retirent. Et je crois qu'on va dans cette direction. Peut-être l'ONU peut aider à ça, mais je crois que c'est aussi le constat qu'au bout de 4 ans, rien n'a été gagné, ni par les uns ni par les autres, sinon la destruction d'un pays qui est quand même le pays le plus conséquent, un pays qui évoque dans la mémoire de tous les Arabes la noblesse, l'origine, jusqu'en Mauritanie, jusqu'au Maroc. La notion de Yémen, c'est quand même le cœur, le berceau de l'Arabie, donc c'est quelque chose qui, intimement, doit être respecté. Et c'est une désolation non seulement pour le peuple yéménite, mais aussi pour l'image de tous ses voisins richissimes qui se sont attaqués à un pays qui est le plus pauvre du monde arabe. Merci beaucoup Marc Lavergne. On va bien sûr continuer à suivre la situation au Yémen dans nos éditions. Cette semaine, dans l'actu des églises, on vous propose de revenir sur 3 événements. Au Pakistan, 500 responsables musulmans dénoncent la violence religieuse dans une déclaration signée par 500 imams. Le Conseil des oulémas, la principale autorité religieuse du Pakistan, s'engage à soutenir la liberté religieuse. Il souligne que le gouvernement doit protéger la vie et la propriété des non-musulmans vivant au Pakistan et éradiquer l'extrémisme dans le pays. Pour Paul Bhatti, président de l'Alliance pakistanaise des minorités et frère du ministre assassiné Shahbaz Bhatti, après les mots, il faut maintenant passer aux actes. Gabriel Kerry l'a joint par téléphone. This declaration, that the same declaration we had more or less when I was the minister in 2013. So we had the same meeting with the 500 imams and church leaders, and there was also Prime Minister and President of Pakistan of that time. But the idea was to take practical step. The practical step is in the education, like curriculum, in the constitution, to give equal rights to the minorities. Religion should not be involved in the politics. Religion should be separated from the politics. And then the school, also the subject should be free, not part of the curriculum of the schools.
So that's my reaction. So if it is just talking, we talk a lot, we have a lot of meetings, and same things I did when I was in the government. So I would like all these people to take some real steps that we will see in the future. J'ajoute que dans sa déclaration, le Conseil des oulémas demande que le cas d'Asia Bibi soit traité avec une priorité absolue. La chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème, puis acquittée par la Cour suprême le 31 octobre dernier, se trouve toujours dans un établissement sécurisé à Islamabad. En attendant la révision de son procès, Paul Bati espère sa libération prochaine. Le pape a reçu le Premier ministre éthiopien. L'audience d'une quinzaine de minutes s'est tenue le 21 janvier au Vatican. L'arrivée au pouvoir l'an dernier d'Abiy Ahmed a marqué un tournant dans la région, avec notamment la reprise de relations diplomatiques entre l'Éthiopie, l'un des plus anciens États chrétiens au monde, et l'Érythrée. Le 7 janvier, le pape avait salué l'accord de paix historique signé en juillet dernier entre les deux États au terme de 18 ans de guerre froide. De plus en plus de chrétiens sont persécutés dans le monde. C'est ce qui ressort de l'index mondial de persécution des chrétiens 2019, publié le 16 janvier par l'ONG protestante Portes Ouvertes. Au moins 4305 chrétiens auraient été tués en 2018 pour des raisons liées à leur foi. Ils étaient un peu plus de 3000 l'année précédente. L'ONG s'inquiète notamment de la dégradation de la situation en Algérie, en particulier concernant les églises protestantes, après des fermetures d'églises dans l'ouest, le centre et surtout au nord du pays, en Kabylie, où vivent l'essentiel des chrétiens algériens. Alors pourquoi sont-ils particulièrement visés ? On écoute l'analyse de Youssef Ouraman, pasteur algérien et vice-président de l'église protestante d'Algérie, recueilli par Inès Houlier. La chose vraiment qui inquiète beaucoup le gouvernement algérien et beaucoup de pays arabes, évidemment, c'est qu'il y a une masse de musulmans qui se convertissent envers le christianisme, surtout en Kabylie parmi les berbères. Et c'est ça ce qui est beaucoup difficile à comprendre et aussi à accepter. Alors ils essaient par tous les moyens de rendre la vie un peu très difficile pour les chrétiens et aussi pour les églises. Par exemple, ils ne donnent pas d'autorisation pour importer les Bibles et la littérature chrétienne. Ils ne donnent pas de permis de construire pour construire des églises. Ils nous interdisent aussi d'inviter des pasteurs et des enseignants de l'étranger. Il y a tas de choses vraiment qu'ils ont mis en place pour étouffer l'Église, mais aussi pour que l'Église algérienne, surtout l'Église protestante algérienne, reste toujours fragile et avoir une vie difficile. Voilà, c'est la fin de cette édition. Vous pouvez la revoir sur notre site et nos réseaux sociaux. Très bonne semaine à tous et on se retrouve mercredi prochain. Au revoir.